donc, on va continuer notre après-midi. Merci de rester avec nous. Autour du livre de François Garde qui s'appelle L'Effroi. Alors, François Garde, ceci est votre 4e roman. Vous avez commencé dans l'écriture, du moins officiellement, côté éditorial, avec la sortie de Ce qu'il advint du Sauvage Blanc, qui a été publié en 2011 et qui a eu tout de suite le prix du premier roman, le prix Goncourt du premier roman. Ensuite, 2 romans ont suivi et voici le 4e, L'Effroi. Alors, L'Effroi se passe tout à fait de nos jours, exactement comme le livre d'Arthur Dreyfus dont on vient de parler. Une soirée à l'opéra. L'orchestre est au point, est en place, attend que le chef d'orchestre arrive. C'est une soirée de gala, il y a des politiques, il y a le beau monde dans la salle, il y a la télé. Et le chef arrive. Et au lieu de saluer comme il convient ses musiciens, il fait j'allais dire, voilà, ce qu'un jugement de ma part, le salut nazi. Et quelques secondes plus tard, dans un silence absolu, un des musiciens, un violoniste alto, donc un altiste, se lève, tourne le dos et à partir de là, ses collègues vont le suivre quelques instants plus tard, puis la salle, et on va suivre dans ce livre tout ce qui arrive à ce jeune homme qui n'avait rien demandé à personne et qui devient en quelque sorte d'abord peut-être un héros pour certains, et puis voilà. À qui il arrive, comment on devient un héros, comment est-ce que on résiste au fait d'être considéré comme un héros et voilà comment on survit finalement aujourd'hui dans notre société de médiatisation absolue et de consommation d'informations nouvelles tous les jours, comment on survit quand on a fait quelque chose qu'on n'est pas capable d'expliquer. Alors, peut-être la première question, pour moi, elle vient autour du titre. Parce que, autant, effectivement, comme on a pu l'être les uns et les autres face à des événements récents, le premier sentiment, c'est la sidération. Mais comment de la sidération on passe à l'effroi? Et surtout, quel sens vous donnez à ce mot-là, l'effroi? La sidération, le mot est très laid. Ça ne peut pas faire un titre, la sidération. Voilà, c'est médical, enfin plus ou moins médical, plus ou moins... non, c'était pas possible. L'effroi, c'est beaucoup plus court, c'est beaucoup plus beau, et ça m'est venu spontanément sous la plume. Autant le mot effrayé s'emploie de manière assez banale, autant l'effroi s'emploie très peu, parce que c'est beaucoup plus fort, beaucoup plus violent. Et moi, il me fallait trouver un mot pour caractériser le sentiment qui s'emparait du héros au début du livre face au geste insensé du chef d'orchestre. Et ce mot s'est imposé tout de suite sous ma plume. Vous avez dit que c'est un héros. C'est la question, en fait. Voilà, alors un héros, pour moi, la personne qui, au moment de l'attentat de Nice, s'est montée sur un scooter, a suivi le camion, a essayé d'entrer dans la cabine et de détourner l'attention du terroriste, ce type-là, dont on n'a jamais vu le visage d'ailleurs, est un véritable héros, c'est-à-dire il n'a peut-être pas beaucoup réfléchi, mais il a pris un risque au service d'une cause. Enfin, c'est quelqu'un qui mérite un absolu respect. Je rappelle que la scène que j'imagine au début du roman se passe de nos jours. Donc, le héros du roman, en tout cas, ne risque rien. On ne va pas le fusiller pour avoir protesté contre un salut nazi. Même si à un petit moment, le président de l'opéra lui tire un peu les oreilles au début. Mais enfin, voilà. Et puis, de toute façon, pour être un héros, me semble-t-il, il faut avoir réfléchi, avoir pesé le pour et le contre et de dire, malgré le risque que je prends, je fais une chose par laquelle je prends un risque. C'est pour moi ça la définition du héros. Si vous faites quelque chose sans réfléchir, vous n'êtes pas un héros. Vous êtes dans un acte réflexe qui est peut-être complètement con ou complètement lumineux, mais si c'est un acte réflexe, vous n'êtes pas un héros. Et moi, le héros du roman, de ce point de vue-là, n'est pas un héros au sens où il n'a pas pris le temps de réfléchir, d'analyser, etc. Et il a eu un geste totalement spontané. Mais la bande mise par Gallimard autour du livre, qui dit un héros d'aujourd'hui, c'est également moi qui ai proposé ce texte sur la bande rouge.
en héros d'aujourd'hui, parce que justement aujourd'hui, les situations où on peut objectivement prendre un risque, etc., sont quand même rarissimes. Du moins en France. Du moins en France de nos jours, etc. Et par contre, la société a besoin de héros, donc elle se les fabrique, si je puis dire, en attribuant ce label à des gens qui ne le méritent pas toujours. Alors c'est pas qu'il ne le mérite pas finalement ce héros malgré lui, c'est qu'il se laisse embarquer dans tout ce qui entoure la mise en valeur, ou en tous les cas la mise en évidence de ce qui est considéré comme l'héroïsme d'aujourd'hui. Et alors là vous avez la critique en tous les cas acerbe contre tout le système de médiatisation qui accompagne aujourd'hui finalement une action considérée à tort ou à raison comme étant symbolique, significative, ou peut-être changeant tout simplement de l'ordinaire, de la lâcheté ordinaire. Qu'est-ce qui se passe après qu'il ait eu cette réaction qui a entraîné derrière lui la réaction de tout l'orchestre et la réaction de tous les spectateurs de l'opéra, puis à travers la télévision, toute la France a constaté ce qui se passait ce soir-là? Et bien entendu, il est dès le lendemain félicité par les ministres, invité à passer au journal de 20h, et il va accompagné ou poussé par une attachée de presse qui a envie de faire parler de l'opéra et de la musique classique dans des milieux où on n'en parle pas spontanément. Il va faire tout ce qu'elle lui propose et il trouve ça plutôt grisant. C'est rigolo de passer au journal, d'être maquillé, et même quand c'est aller dans des lycées, participer à un jeu télévisé un peu idiot, tout ça est assez grisant quand vous n'êtes pas de ce milieu-là. J'ai pas eu le sentiment par contre que ce soit une critique acerbe, j'ai eu le sentiment que c'était plutôt une description réaliste de ce milieu des médias, de la politique et de la haute administration. Mais effectivement, je pense que c'est une description réelle, mais ça en devient une critique cynique en fait, de quelque chose qui... Cette réalité-là que nous vivons, dans laquelle nous vivons, est cynique par nature. C'est-à-dire on n'a pas besoin d'avoir en permanence sur des choses qui sont évidentes le commentaire du commentaire, l'expert qui vient sur le plateau commenter le commentaire, c'est insupportable. Face à un geste, dans le roman, le geste insensé, inacceptable du chef d'orchestre qui fait le salut nazi, une fois qu'on a dit c'est condamnable, ça suffit. Et non, ça suffit pas. Il y a besoin de mettre en scène des émotions, de surjouer. Les hommes politiques font des communiqués, les associations qui vont bien vont prendre la parole, etc. Mais tout ce brouillard de mots, surjoué bien évidemment, est totalement inutile. Simplement, comme on baigne là-dedans, on s'en rend pas compte. Donc quand je vous le renvoie à travers le livre, vous réalisez, mais tout ça est absurde, tout ça n'a pas de sens. Oui, mais enfin, c'est le fonds de commerce de BFM TV et de quelques autres. Hein. Donc, on est dans cet univers-là. Et ma foi, je vous fais peut-être prendre conscience de son cynisme, mais le cynisme, c'est pas le mien, c'est celui de cette réalité. Mais c'est quelque chose, vous avez été donc un peu médiatisé avec vos précédents livres, c'est quelque chose que peut-être dans une moindre mesure, vous avez pu ressentir dans vos relations, soit avec la presse, soit avec la critique, soit avec... Alors, quand vous passez dans une émission littéraire à la télé, vous avez des types adorables, François Bunel, odieux, Michel Field, entre les deux, Jean-Pierre Elkabbach dans la grande librairie, voilà. Mais vous n'êtes pas exposé de cette manière-là. Non, moi, c'est plutôt dans ma carrière de haut fonctionnaire que je suis passé à la télé. Et là, pour le coup, il y a un enjeu qui dépasse de beaucoup. Vais-je être bon dans cette émission de télévision? Quand vous allez porter une parole officielle sur un plateau de télévision pour défendre la position d'une autorité publique, là, vous avez le cœur qui bat. Oui, et là, les journalistes ne vous ménagent pas. Donc, c'est cette expérience-là dont je me suis servi. Alors, vous disiez tout à l'heure que votre héros, donc finalement, ça lui faisait assez plaisir. Moi, j'ai pas eu le sentiment que ça lui faisait plaisir vraiment d'aller d'un plateau à l'autre. J'avais l'impression qu'il se laisse finalement manœuvrer sans complaisance, mais avec quand même une certaine docilité. Parce qu'après tout, qu'est-ce qui l'empêche de dire non? Je vais pas y aller. Oui, une certaine docilité, mais parce que c'est rigolo. Ça fait le jour où il passe au journal de 20h avec une présentatrice blonde et froide, une de ces femmes qu'on voit, moi qui me terrifie chaque fois. Bref, mais en plus on les change tout le temps. C'est jamais la même. Elles sont toujours blondes et froides et elles me font
toujours autant la trouille. Je ne retiens pas leur nom, mais voilà. Et ben, quand il rentre chez lui, il est un peu crevé. Et ces gamins sont surexcités parce qu'ils vont dire papa est passé à la télé. Donc voilà, vous êtes gratifié par le regard que vos enfants portent sur vous. Ça m'est pour le coup arrivé, pas avec une présentatrice blonde, mais que mes filles étaient super contentes parce que papa était passé à la télé. C'est vrai que dans la vie normale, ça fonctionne comme ça. Donc le regard des autres, des voisins de palier, des collègues de votre épouse. Enfin voilà, il vit tout ça. Donc ça lui revient le regard de la société par mille canaux. Et ma foi, être dans la lumière avec un peu de naïveté, un peu de docilité, puis aussi un peu quand même de plaisir. C'est comme ça que réagissent les gens normaux, si je ne m'abuse. Alors, je ne sais pas si je suis même un homme normal, mais enfin, à supposer que... Voilà. Petit à petit, non pas de devenir un héros, vous nous avez donné l'explication tout à l'heure, en tous les cas, le regard que vous avez sur ce mot, mais... en tout cas, considéré comme tel, ce qu'il voit aussi, c'est sa vie qui se déglingue tout autour de lui. Oui, ça c'est vraiment le sujet du roman, puisque même sur le roman, c'est le sujet du roman, parce qu'il a eu, pour le résumer en une phrase, parce qu'il a eu la bonne réaction, il sera puni. Hein, si on devait vraiment le il a dit la vérité doit être exécutée. Je pensais voilà, à donc, la chanson de Béard. Ouais. Ouais, il n'est pas exécuté, mais enfin on va dire que sa vie va se détricoter de plein de manières, parce que passé la première semaine d'exposition médiatique où tout ça va beaucoup trop vite pour lui, bien après qu'est-ce qui se passe? Et bien après tout le monde ne voit plus l'homme dans sa vérité de ses 40 et quelques années de musicien, marié, 2 enfants, etc. Tout le monde le réduit à ces quelques secondes qu'on lui renvoie en permanence, qu'on lui demande de reconvoquer pour faire des interventions dans un lycée, enfin dans 1000 circonstances, toutes plus absurdes que les autres. Il est réduit à ce moment-là. Et le regard de sa femme, de ses amis, de sa hiérarchie, de ses collègues ne peut plus être autre chose qu'un regard qui passe à travers ce prisme-là. Pour la plupart des gens, c'est évidemment, il y a un regard d'admiration, mais on ne peut pas fonctionner avec l'admiration. Par exemple, il a fondé avec 2 copains un trio à cordes. Et au bout d'un moment, c'est que ces 2 collègues, donc le violoniste et le violoncelliste, lui disent mais on peut plus, ton alto joue trop fort. On réclame toujours le trio, mais c'est pas le trio qu'on veut, c'est toi. Et donc nous, on n'est pas tes accompagnateurs. Donc le trio, ça devient impossible. La plupart l'immense majorité évidemment des réactions sont des réactions d'admiration, d'applaudissement, mais il y a aussi des gens. J'ai inventé ça pour mettre un peu de piment. Il y a aussi des gens très minoritaires et qui considèrent comme scandaleux qu'il ait eu cette réaction. Mais c'est la même chose à l'envers, si je puis dire. Donc j'ai inventé une espèce de groupe plus ou moins néo-nazi qui va le poursuivre. Lui envoyer des menaces. Mais enfin, il ne se passe pas grand-chose. C'est juste des menaces. Enfin, si vous êtes un homme ordinaire et que vous recevez un jour une lettre de menace avec un pistolet mitrailleur dessiné dessus, si vous n'avez pas l'habitude, ça fait quelque chose. Et donc, peu à peu, tout va se détricoter, puisqu'à la fin... Il n'est plus un homme ordinaire, dans la mesure où on va lui affecter. Vous allez vous plaindre au commissariat que vous avez reçu une lettre, machin, on vous renverra à la maison tranquillement en disant s'il se passe quelque chose de sérieux, venez nous voir. Lui, il reçoit cette lettre de menace et on lui affecte pratiquement une policière particulière pour s'occuper de son cas. Quoi. Parce que le scandale de l'opéra a eu tellement de retentissement que s'il lui arrivait quelque chose, ça serait un deuxième scandale. Et donc, comme lui dit très gentiment la commissaire de police, en vous protégeant, le ministre de l'Intérieur se protège. Donc, effectivement, il se retrouve avec une commissaire de police plutôt sympathique. C'est le personnage, je pense, le plus sympathique du livre pour moi. Oui. Mais enfin, qui est là pour faire son job. Et puis, ça n'empêche pas... Il le fait bien. Qu'il le fait bien jusqu'au moment où on lui dit maintenant c'est terminé, vous allez protéger quelqu'un d'autre, parce que l'actualité ayant continué, l'altiste de l'opéra n'est plus une cible potentielle. Et puis, de toute façon, on n'a pas assez de sous pour avoir des commissaires partout. Donc voilà, et puis tout ça va se détricoter peu à peu jusqu'au coup de théâtre final que je ne vous révélerai bien entendu pas. Alors, votre objectif premier, en fait, vous nous avez dit effectivement que c'est comment l'univers de votre héros se déglingue, mais vous, qu'est-ce qui était peut-être le déclencheur de ce personnage ? Alors, c'est 2 choses qui ne se situent pas au même plan. D'abord, je me suis réveillé un matin, ça s'est vraiment passé comme ça, avec, à la sortie du rêve, une image qui restait de mon rêve, qui était le musicien qui se lève et qui tourne le dos au chef d'orchestre.
Donc, une espèce de rébellion impensable, de transgression absolue. Et donc, il fallait que j'imagine, pour que ça ait du sens, que j'imagine quel était le geste du chef d'orchestre qui pouvait donner du sens à cette rébellion, d'où l'idée du salut nazi, et c'est parti comme ça. Ça, c'est pour la scène de départ, et il m'a semblé que cette scène avait suffisamment d'énergie, je veux dire d'énergie brute, de déflagration comme ça au début du roman, qui lançait l'affaire. Et puis, pour dire les choses autrement, j'avais écrit auparavant deux romans qui se passaient à des périodes différentes et dans des océans différents, mais c'était des histoires de marins, de bateaux, d'îles tropicales, voilà, donc un roman d'aventure à la Jules Verne, si je puis m'exprimer ainsi. Voilà, mais évidemment, un roman d'aventure, c'est facile. Si je vous mets des cocotiers, un marin, un naufrage, ça y est, c'est parti, quoi. Une fois, je me rappelle, dans une réunion, un monsieur, j'avais jamais pensé, un monsieur se lève et dit, dans vos deux romans, le héros est un matelot. Je dis oui, c'est vrai, je n'ai pas pensé, effectivement. Mais pour moi, c'est, vous voyez, je dis ça en Bretagne, évidemment, c'est peut-être moins original. Moi, c'était du côté de Grenoble. La mer est plus loin. Mais pour moi, voilà, c'est un métier qui fait rêver. J'imagine pas un roman d'aventure dont le héros serait, alors je cherchais le métier le plus anti-romanesque qu'on puisse imaginer. Et je dis, je sais pas, si le héros était podologue. Explosion de rire dans la salle, et j'ai appris après que le maire de la commune était podologue. Bon, ça, c'est le genre de blague que vous faites à vous-même. Évidemment, tout le monde va penser que j'avais fait exprès. Enfin, bon, bref. Voilà, donc il y a des métiers comme ça. Bon. Et donc j'ai dit, je vais quand même pas faire encore un troisième roman avec un matelot qui machin truc. Enfin, voilà. Donc du coup, la question que je me suis posée, pas de manière aussi analytique que je vous le restitue là, bien sûr, mais c'est comme ça c'est ça qui m'a donné envie d'écrire ce livre. C'est est-ce que je peux écrire un roman d'aventure avec les codes du roman d'aventure, avec les rebondissements, avec les personnages, la dynamique, dynamique d'une chasse au trésor, ou dynamique d'une survie, enfin de quelqu'un qui est pourchassé, ou la dynamique de la chasse après un secret, enfin bon, tout ce qui fait les bons romans d'aventure, dans une filiation, encore une fois, Jules Verne, Jack London, mais qui se passerait, donc ni avec un matelot, ni avec un podologue, mais en tout cas, à Paris, de nos jours. Et donc le roman se passe entièrement à Paris, sauf le dernier chapitre. Et donc Paris pour moi c'est presque aussi exotique que les îles tropicales. Donc voilà, je me suis dit oui, on peut encore imaginer un roman d'aventure qui aurait exactement les caractéristiques techniques, si je puis dire, ou les ingrédients d'un roman d'aventure, enfin j'espère, c'est ce que j'ai essayé de faire, et en même temps ne faire appel à aucun des ressorts habituels ou des clichés du roman d'aventure. Voilà. Et alors vous avez choisi la musique, et j'arrive pas à croire que vous n'ayez pas une connaissance intime, soit de l'exercice de la musique vous-même, ou alors de quelqu'un dans votre entourage qui soit musicien, ou alors vous avez fait une enquête approfondie, mais je trouve absolument admirable la manière dont vous arrivez à nous faire prendre justement conscience de qu'est-ce que c'est le quotidien des musiciens d'un orchestre classique, et quels sentiments, enfin quelles relations existent entre eux. Je trouve que là, le roman, il est vraiment extrêmement abouti, quoi. Alors, enquête approfondie, n'y comptez pas, je suis beaucoup trop paresseux pour ça. Tout est imaginé, mais enfin bon, j'imagine que un orchestre, c'est une collectivité de travail comme une autre, donc il y a des gens sympas, le basson est sympa, le trompettiste n'est pas sympa, voilà, il y a des syndicats, il y a voilà, c'est comme partout, quoi. Après, sur la musique elle-même, j'ai une toute petite pratique musicale amateur, 4 ans de corps au conservatoire, et puis après, à différentes occurrences, un peu de chant choral. Vous admirez cette magnifique voix de baryton basse, donc voilà. Donc oui, et j'écoute de la musique classique depuis toujours, et j'écris en musique, mais enfin voilà, ça n'a rien de particulier, et j'ai pas d'expertise, si je puis dire, sur la musique. Ceci étant, la musique m'a beaucoup donné. Donc j'essaie de lui rendre un peu et de parler de la musique avec mes mots à moi. Donc le roman n'est pas un roman sur la musique classique, hein, donc que les amateurs de rock ne quittent pas la salle, mais c'est un roman dont la musique classique est le liquide amniotique, si je puis dire. On baigne là-dedans. Et la musique faite par un musicien professionnel, voilà, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il ressent lui ? Parce qu'en même temps,
si on choisit d'être musicien professionnel, c'est qu'on aime la musique quand même. Hein. Je pense qu'on peut être garagiste sans aimer les voitures, mais je pense pas qu'on puisse être ou podologue sans aimer les pieds, mais musicien sans aimer la musique, je pense que c'est carrément impossible. Donc il aime la musique, mais enfin par ailleurs, voilà, il a une vie normale, encore une fois, marié, 2 enfants, habitant quelque part dans Paris, prenant le métro pour aller bosser. Voilà, donc il y a une vie normale de cadre supérieur de la fonction publique, si je puis dire, et puis en même temps une passion qui est son métier, et c'est bien de pouvoir concilier les deux. Alors après, effectivement, bon... Parce que quand même, vous écrivez, hein, rien ne peut égaler l'honnêteté du musicien, l'honnêteté sans phare et sans tâche du travail de musicien, seul responsable d'avoir bien apprivoisé son instrument, bien lu la partition, bien écouté ses collègues, bien suivi les consignes. Lui seul et chacun au sein de l'ensemble doit se glorifier modestement de donner vie aux constructions invisibles élaborées par les maîtres du passé. Chomérac, donc le président de l'opéra, qui confondait altiste de rang dans un orchestre et homme du rang dans un régiment, ne pouvait pas comprendre. Alchimiste, oui, alchimiste et fièrement alchimiste, non piètre remueur de baguettes. Alchimiste irremplaçable dans un groupe d'alchimistes et faisant tous les soirs surgir avec eux les sons et les enchantements. Je ne me connaissais pas d'autre destin et ne voulais en connaître. Je trouvais ça, en tous les cas, une manière de parler effectivement du travail du musicien, tout en lui donnant l'ampleur psychologique que ça a, comme ça, de faire naître des sons. Mais ça, c'est quand vous faites de la musique à plusieurs, c'est évidemment très différent de faire de la musique tout seul, si je puis dire. Hein. Quand vous jouez du piano en solo, c'est pas la même chose. Dès qu'on est à 2, alors 3, 5, 10, 50, 100, il se passe quelque chose dans le fait on n'a pas tous la même partition, mais dans le fait de construire ensemble quelque chose, et même quand vous ne chantez pas, pour mon expérience de chanteur moderne, voilà, même quand vous chantez dans votre silence, voilà, tout ça participe à un projet collectif, et effectivement j'ai appelé ça des cathédrales éphémères, parce que c'est des constructions qui se déploient, et quand vous les chantez, quand vous n'êtes pas simplement auditeur, vous voyez beaucoup mieux la structure, comment les harmonies bougent, se répondent, etc. Et c'est formidable, ça dure 3 minutes. Je pense à un motet de Bruckner, par exemple, qui est absolument exceptionnel. Vous chantez ça, ça dure 3 minutes, puis ça s'arrête, et puis on le refait une deuxième fois, parce qu'on n'y a pas, on est en répétition, et puis une troisième fois, c'est toujours aussi beau et de mieux en mieux. Et puis il n'en reste rien. Vous rentrez chez vous après 2 heures de chant, c'est aussi fatigant que 2 heures de foot, vous êtes lessivé. Et c'est génial, et on a construit quelque chose et il n'en reste rien, mais c'est pas grave. Alors, à la fin de l'année, on aura peut-être un concert avec une centaine de personnes, mais le fait de construire ça, c'est une joie profonde, et quand on l'a éprouvé, ben, on essaie de la dire avec des mots. Et c'est c'est le rythme aussi que vous souhaitiez donner à votre roman, que la musique qui est en quelque sorte au cœur du sujet se révèle, ou en tous les cas c'est subtil, mais la construction que vous faites entre un prologue et un final qui se répondent l'un l'autre, c'est de la musique en fait. Oui, ça c'est un clin d'œil aux variations Goldberg, pour ceux qui connaissent, où le sujet est joué au début et tout à fait à la fin. Donc je me suis amusé à faire, ça m'a paru pertinent de faire la même chose, c'est-à-dire que le début, la première page, la dernière page se répondent presque en miroir, pour dire qu'on avait bouclé le sujet, et il me semblait que ça fonctionnait. Enfin après, voilà. Donc, oui, il y a plein de clins d'œil à la musique classique, mais si on les perçoit pas, c'est pas grave. Hein. C'est pas, encore une fois, le sujet, c'est pas un roman pour initier, pour technicien de la musique, quoi. Non, mais moi qui ne le suis pas, je voulais dire le plaisir que j'avais pris justement à découvrir cet aspect aussi, voilà, d'un milieu, quoi. Alors, il y avait plein de questions qui me venaient en fait à la lecture de votre livre. C'est est-ce qu'on peut devenir un héros tout seul, en fait? Parce qu'il devient un héros, certes un héros d'aujourd'hui, comme vous le disiez dans le livre, enfin non pas dans le livre, mais dans la bande, voilà, je cherchais le mot. Un héros d'aujourd'hui, est-ce qu'on peut devenir un héros tout seul, ou est-ce que c'est finalement l'extérieur qui vous affecte cette figure? Non, on est toujours, on ne peut être le héros que dans le regard des autres, ou alors il faut avoir un ego particulièrement surdimensionné. Peut-être certains hommes politiques se considèrent comme des héros
tous les matins, même en se rasant, quoi. Je sais pas, mais si vous êtes normalement structuré, vous êtes toujours un peu modeste. Et donc c'est le regard de l'autre qui vous constitue comme héros. Vous y croyez ou pas après, hein, mais il faut être plusieurs, si je puis dire. Vous pouvez pas être un héros seul devant la glace, ou alors il faut aller voir votre psychiatre. Hein, Parce que il y a quand même, vous posez plein de questions intéressantes, quoi, du genre, ou en tout cas qui m'amènent à me poser la question. Mais des valeurs, ça sert à quoi? En fait, puisque Pierre Chomerak, il dit à un moment, il dit, au départ, il ne le dit pas, mais après, il dit, vous êtes le représentant finalement des valeurs que nous défendons. Sauf qu'il n'a pas de mots pour dire les valeurs, le président de l'Opéra n'a pas de mots pour dire les valeurs qu'il défend. Et finalement, on se demande si ça ne devient pas un mot creux aussi, finalement, défendre des valeurs, la défense de nos valeurs. Les valeurs de la République. Non, mais ça, c'est la langue de bois qu'on utilise pour meubler. Enfin, tout ça n'a pas de contenu. Ce personnage cynique du président de l'Opéra est assez représentatif de certains personnages publics qui ont un discours bien rodé, mais si vous creusez, il n'y a pas grand-chose. Donc il y a des formulations automatiques, il y a la langue de bois, donc c'est assez drôle de les mettre comme ça. C'est ça, je voulais vous l'entendre dire, c'était bien comme ça oui, bien sûr, vous voyez les choses, oui. Parce que ce qui est aussi, là aussi je crois assez réaliste, c'est que bien entendu il est un héros pendant 15 jours. Et puis au bout de 15 jours après, il y a un scandale parce qu'il y a un député qui aurait détourné de l'argent qui arrive, et tout d'un coup, plouf, ça retombe pour lui aussi rapidement que c'est arrivé. Et donc il se retrouve un peu dans un état de manque, quoi, en disant tout d'un coup, ploum, il repasse de la lumière à l'ombre. Il n'avait pas choisi de passer de l'ombre à la lumière, mais quand la lumière s'éteint parce qu'on regarde cette affaire de scandale de détournement d'argent, tout d'un coup le téléphone ne sonne plus, personne ne s'intéresse plus à lui, et il faut qu'il apprenne à vivre sans et à revenir à l'état antérieur. Mais l'état antérieur, il lui faudra un long travail, si je puis dire, pour arriver à le reconquérir, et il ne le reconquérira pas entièrement. Il y laissera des plumes au final. Et en gros, c'est un innocent ou un naïf, votre personnage? Il est comme moi, c'est un peu les deux. Enfin, c'est un type normal, c'est un type ordinaire, mais au sens je suis dire, noble du terme. Hein, c'est pas, voilà. Il dit à un moment, si j'avais su, je me serais pas levé, quoi. Si j'avais su que tout ça, je serais resté, même le dernier assis. Mais si ça se trouve, s'il avait attendu une seconde de plus, c'est le trompettiste qui se serait levé avant lui. Voilà, donc ça lui arrive dessus par hasard, enfin par malchance en quelque sorte. Et après, il faut qu'il gère cette situation, et il n'a aucun des outils qui lui permettraient de le gérer et de s'en sortir sans y laisser de plumes. Donc il y laisse des plumes. Un ami m'a fait remarquer que c'était mon roman le plus sombre, ou le plus, oui c'est ça, le plus pas désespéré, mais enfin le plus sombre. Je lui ai répondu que je ne sais pas, mais c'était comme ça que je voyais le monde d'aujourd'hui, enfin les relations de pouvoir, ce jeu incestueux entre les politiques et les médias, enfin tout ça fonctionne, tout ça existe, tout ça nous abreuve d'images qui est pour partie, d'images et de commentaires qui pour partie aliènent notre liberté de penser. Donc voilà, ça fait du bien aussi de se poser, puis de raconter une histoire en essayant pas de démonter les mécanismes, mais juste de dire comment ils sont. Et leur inanité apparaît d'elle-même, sans que ce soit une caricature. J'ai pas forcé le trait. Oui, vous n'avez pas forcé le trait. Alors, effectivement, il se révèle à la fin que tout le monde dans cette histoire avait des enjeux plus ou moins avoués, plus ou moins perceptibles, sauf lui, finalement. Et pour la plupart, des enjeux légitimes. Oui. Lorsque l'attaché de presse le fait courir de média en média, c'est en lui disant « Mais vous savez, dans cette émission stupide avec un animateur à la con qui tue tout le monde, vous voyez, ça n'existe pas bien entendu, jamais je n'aurais pu faire inviter le président de l'Opéra. Et donc tous les gamins qui regardent cette émission auront une fois dans leur vie entendu parler de l'Opéra de Paris. Est-ce que vous croyez que c'est anodin ?» Enfin, elle ne le dit pas comme ça, mais je reformule. Et c'est vrai, elle fait bien son travail d'attaché de presse en l'exposant dans des médias où elle touchera un autre public. Le président du conseil d'administration de l'Opéra, il vise la suite de sa carrière, donc il se protège. Les journalistes, ils font du papier, ou ils font des minutes de télé, enfin, etc. Tout le monde joue sa carte, mais effectivement sans jamais se poser la question de la finalité. Et lui ne joue aucune carte. Lui, il se laisse un peu balloter, il se laisse un peu avoir. Et puis à la fin, quand tout s'arrête, quand les projecteurs s'éteignent, il s'aperçoit qu'il a, si je puis dire, rien misé,
et beaucoup perdu. Je ne dis pas tout perdu, mais beaucoup perdu, jusqu'au dernier chapitre. Et vous-même, vous aviez un enjeu à l'écriture de ce livre, ou bien finalement vous vous rendez compte maintenant que vous y avez mis peut-être des choses que vous ne soupçonniez pas? Oh, l'enjeu pour moi c'est toujours le même. Moi j'aime raconter des histoires. Donc l'enjeu c'était d'avoir une histoire qui se tienne jusqu'au bout. Voilà, je suis pas un romancier des années 60 qui faisait un roman à thèse. Vous voyez, c'est pas ça, ça m'intéresse pas du tout. Ce qui m'intéressait c'était de parler à ma façon de la musique classique et ce qui m'intéressait, enfin et de la musique en général. Parce que je crois pas qu'il y ait un fossé de ce point de vue-là entre le classique, le jazz, les musiques du monde, ce que vous voudrez. Toutes les musiques, au fond, se ressemblent. Et puis, ce qui m'intéressait aussi, c'était de faire mon miel avec ce milieu que je connais, que tout le monde ne connaît pas nécessairement. Et puis je trouvais que ça faisait juste une histoire formidable et avec mon héros un peu loser, mais justement parce que c'est pas une histoire de super-héros, quoi. Alors ma dernière question, mais vous y avez un peu répondu, c'était en quelque sorte quel était pour vous, qu'est-ce que c'était un héros et qui était un héros et quel était votre héros préféré peut-être? Bah, le héros de roman, enfin on emploie héros, l'expression héros pour dire le héros du roman, ça ne veut pas dire qu'il soit héroïque. Fabrice Del Dongo dans La Chartreuse de Parme passe à côté de Waterloo, c'est pas un héros au sens de l'histoire militaire, tant s'en faut. Donc il y a des héros positifs, des héros négatifs, voilà. Donc c'est un héros de roman. Les médias l'ont constitué comme héros au sens absolu du terme pendant une période qui ne dépasse pas 15 jours. Et lui, au fond, c'est juste un brave type qui comprend ce qui lui arrive, mais toujours avec un quart d'heure de retard, si je puis dire. Donc le lecteur, en tout cas j'espère, comprend toujours avant lui qu'il se fait avoir, et lui le comprend toujours avec un petit effet retard. Donc c'est un héros de roman auquel on peut s'attacher, parce que je l'ai conçu plutôt sympathique, avec quelques faiblesses, mais voilà. Mais c'est certainement pas un héros au sens noble et guerrier du terme. Et vous avez un héros, il y a un héros peut-être qui vous a fait grandir quand vous étiez petit. Non, je suis pas très attiré par les grandes figures héroïques de l'histoire. J'aime beaucoup l'histoire, mais je m'intéresse plus aux mouvements profonds qui animent les sociétés qu'aux personnes. Voilà. Si vous me demandez de vous identifier un héros, un personnage réel dont la vie est profondément romanesque dans l'histoire du XXe siècle, j'oserais convoquer Charles de Gaulle. Est-ce que quelqu'un voudrait poser une question à François Garde avant qu'on passe le micro au débat suivant? Oui. Vous avez souligné que votre personnage... Merci. Que votre personnage a un réflexe, en quelque sorte. Et moi, j'ai l'impression qu'il faut un humus et des ressources pour pouvoir être le premier à se lever et à tourner le dos à ce geste du chef d'orchestre. Voilà, je voudrais vous entendre réagir sur le terme de résistant par rapport à celui de héros. Merci. Surtout après avoir convoqué la figure de Charles de Gaulle. Il me semble que la différence entre mon héros de roman et un résistant, quel que soit ce à quoi on résiste, c'est l'objectivité du risque. Si vous prenez un risque personnel, vous, votre famille, d'être jeté en prison, torturé, etc., vous êtes un résistant. Lui ne risque rien. Il risque une engueulade. Il y a droit. Puis ensuite, comme les médias, si je puis dire, basculent de son côté, bien entendu, tout le monde le félicite et on lui propose pour la Légion d'honneur. Donc c'est pas Légion d'honneur qu'il n'aura pas, je vous rassure. Un ministre la lui promet, mais on sait ce que valent les promesses des ministres. Donc pour moi, Monsieur est haut fonctionnaire quand même dans la vie. Oui, mais justement, je parle de ce que je connais. Mais la résistance, c'est un mot, dans l'histoire, mais même dans l'absolu, qu'il faut employer avec beaucoup de prudence et de respect. Enfin, ou alors tous les mots se valent. Mais
Mais pour moi, la résistance, c'est la résistance à l'oppression, au sens de la Déclaration des droits de l'homme. Voilà, c'est la résistance face à un pouvoir. Et là, c'est pas une résistance en ce sens-là. Encore une fois, si dans un dîner chez des amis d'amis, vous êtes invité à un dîner, vous ne connaissez pas tout le monde, et il y a quelqu'un qui tient un propos inacceptable, quel qu'il soit, peu importe. Qu'est-ce que vous faites? Vous n'allez pas lui casser la gueule. Nous sommes trop bien élevés pour ça. Donc si vraiment c'est insoutenable, vous levez, vous partez. C'est de cet ordre-là. Donc c'est pas de la résistance, c'est affirmer que tous les propos ne se valent pas, toutes les opinions ne se valent pas, et que comme on a appris depuis tout petit à pas casser la gueule à quelqu'un quand on n'était pas d'accord avec lui, eh ben, la seule chose qu'on peut faire, si on est bien élevé, et je crois que mon héros est bien élevé, c'est s'en aller. Mais c'est un acte tellement rare que du coup il acquiert, évidemment, là c'est pas un dîner avec 10 personnes, c'est en direct à la télé, mais voilà, ça acquiert la même force, ça porte le même message. Mais encore une fois, la différence avec les résistances, c'est que lui ne risque rien. Et pour moi, c'est quand même très important, pour justement ne pas affadir le terme de résistance. Je peux ? Juste, il me semble que dans la notion de résistance, il y a l'idée de minorité. Vous avez évoqué quelqu'un qui se lève par rapport à un propos. Dans le film Chez nous de Lucas Belvaux, il y a une jeune femme formidable qui accepte, au sein de sa tablée d'amis, de relations, de refuser d'entendre un propos raciste, qui se lève et qui quitte cette tablée. Effectivement, on ne risque pas aujourd'hui en France la prison. Nous ne sommes pas des Asli Erdogan, des écrivains menacés de la prison par un régime tel que celui d'Erdogan en Turquie. Mais malgré tout, avoir le sentiment d'être dans la minorité, de ne pas être soutenu, d'être contre l'air du temps peut-être, contre une certaine tendance, et d'être, puisque dans les musiciens, il y en a quand même un qui accepte de se lever seul au départ et de s'exposer en quelque sorte, certes pas à la prison, mais à tout un tas de sanctions, et pas seulement symboliques, peut-être perdre sa place, ce qui n'est pas rien quand même. Oui, c'est vrai, le fait d'être une minorité participe de la résistance. Mais là, justement, c'est lui qui fait basculer. Il est seul quand il se lève, mais tout de suite, l'orchestre le rejoint parce qu'il a trouvé la bonne réponse. Et encore une fois, il ne suffit pas de se proclamer résistant pour l'être, si je puis dire. Résistance, c'est résistance face à l'oppression. Alors, effectivement, si on est souvent, c'est parce qu'on est en minorité, en plus, qu'on est face à l'oppression, parce que c'est dangereux, et donc tout le monde n'y va pas. Donc, c'est un trop beau mot pour le galvauder, si je puis dire. C'est pour ça que je n'ai pas voulu l'utiliser comme mettant une médaille à mon héros. Effectivement, vous parlez de substrat qui expliquerait... est-ce que la littérature peut être un substrat, justement, et qui prédispose peut-être à un acte de résistance, ou est-ce que l'art, la musique en l'occurrence, peut être aussi ce substrat qui va soutenir après une démarche, quoi. On est toujours responsable de ses actes, que l'on soit altiste dans un orchestre ou électeur dans le bureau de vote, ou citoyen dans n'importe quelle situation. Donc on est toujours responsable de ses actes, et on en est responsable eu égard à son système de valeurs, celui qu'on a reçu de ses parents, celui qu'on s'est construit dans sa vie privée et sociale. Après, chacun voit midi à sa porte, et je ne suis pas là en donneur de leçons. Mais c'est important de rappeler que pour qu'une société fonctionne, il faut qu'il y ait un certain nombre de valeurs, et que ce n'est pas en mettant les valeurs sous le tapis qu'on fera avancer le problème. Donc vous répondez indirectement à la question sur les valeurs que je posais tout à l'heure. Et ça me fait penser à une phrase d'un écrivain mexicain de polar qui s'appelait Paco Ignacio Taibodos, et qui racontait un jour qu'en fait, dans son expérience de révolutionnaire sud-américain, il avait constaté que ceux qui étaient arrivés à la Révolution avec un grand R, après avoir lu Alexandre Dumas et toute la littérature feuilletonniste du 19e siècle, étaient beaucoup plus cohérents et beaucoup plus sûrs, beaucoup plus assis dans leurs convictions que ceux qui s'étaient contentés de lire Marx et Engels. J'appartiens clairement à la première famille de par ma bibliothèque. Voilà. François Garde, merci pour ce moment passé avec nous. Merci au public pour son attention. Merci à vous.